Je m'appelle Grace, et je me souviens encore de la façon dont le visage de Tyler s'est tordu quand j'ai prononcé les mots « je l'ai déjà vendu ». Ce pantouse de 3,5 millions de dollars qu'il pensait être son cadeau éternel, payé par moi, n'était plus le sien. Il a secoué la porte, criant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dans son smoking de créateur, tandis que je me tenais dans l'ombre du porche, détenant le pouvoir qu'il avait toujours tenu pour acquis. Assise ici dans mon jardin à regarder les poissons, je me souviens qu'une surface calme cache souvent des changements soudains. D'où vous connectez-vous aujourd'hui? Avez-vous un endroit paisible préféré ou un jardin à vous? J'adore lire sur votre monde. Mais pour Grace, la surface était sur le point de se briser avec un seul ping aigu. La trahison n'est pas venue avec un cri. Elle est venue avec un ping. Il était 23 heures la veille du mariage, l'heure où le monde est censé être silencieux. J'étais assise dans mon bureau à San Francisco, les lumières de la ville brouillées par le brouillard extérieur, terminant un rapport de stratégie pour une nouvelle entreprise d'intelligence artificielle. Mon téléphone brillait sur le bureau, un seul message texte de ma mère, Monica. Je l'ai pris, m'attendant à un détail de dernière minute sur le dîner de répétition ou une demande de transport. Au lieu de cela, les mots sur l'écran étaient cliniques, vifs et destinés à faire couler le sang. Il disait, « Grace, nous en avons tous discuté. Votre présence à la cérémonie demain gâcherait l'esthétique de l'événement de haute société de Tyler. Nous avons dit à la famille de Jasmine, nous venons de la vieille richesse, et votre lutte pour vous faire par vous-même rappelle à tout le monde la vérité que nous avons laissée derrière nous. S'il vous plaît, restez à la maison. » Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas appelé pour implorer une explication. Dans mon travail, nous ne réagissons pas aux bugs dans le système. Nous les corrigeons. J'ai fixé le message jusqu'à ce que la lumière bleue me brûle les rétines et que je réalise une vérité que j'avais essayé de fuir pendant 32 ans. Je n'étais ni une fille ni une sœur pour eux. J'étais une investisseuse silencieuse dans leur version d'une famille heureuse, un service d'abonnement qu'ils utilisaient chaque fois que la facture était trop élevée pour eux. J'ai tendu la main vers le dossier relié en cuir sur le coin de mon bureau. À l'intérieur se trouvait l'acte de clôture d'un pantouse de luxe surplombant la baie, la propriété pour laquelle j'avais dépensé 3,5 millions de dollars comme cadeau de mariage pour Tyler. C'était censé être ma dernière tentative d'acheter une place à leur table, une offre de paix à des parents qui m'avaient toujours vu comme moi. J'ai regardé la ligne de signature non signée au bas du document de transfert. En raison de la paresse caractéristique de Tyler et de son arrogance à supposer que je ne retirerais jamais mon soutien, il n'avait pas pris la peine de signer les documents finaux que j'avais envoyés il y a des semaines. Légalement, la propriété était toujours la mienne. Chaque brique, chaque fenêtre, chaque pouce de marbre m'appartenait. J'ai frotté mes yeux, essayant d'invoquer une once de regret. Mais il n'y avait que de la clarté. Ce n'était pas une crise familiale. C'était un bilan, et il venait de contracter un déficit moral qu'il ne pourrait jamais rembourser. Ma compassion avait été un luxe. Ils avaient découvert depuis des années. À 23h07, j'ai composé le numéro personnel de mon agent immobilier. Elle a répondu au 3e coup, sa voix alourdie par le sommeil. Je lui ai dit d'activer la clause de vente d'urgence pour le pantouse. L'acheteur qui a fait l'offre de secours en espèces la semaine dernière, dites-leur que c'est à eux. L'acheteur en espèces avait déjà effectué la vérification du titre et signé l'accord sans condition vendredi dernier. Il ne restait plus qu'à moi de déclencher le déblocage final des fonds de séquestre. Je voulais que les serrures soient changées et les fonds transférés. Demain matin, je fermais le compte. J'étais assise dans le silence de mon bureau de San Francisco, le bourdonnement du rack de serveur sonnant comme un grognement bas et rythmique. Soudain, je n'étais plus une consultante de 32 ans au sommet de mon domaine. J'avais de nouveau 12 ans, debout dans une cuisine à Atlanta qui sentait la vieille graisse, l'air humide et la déception silencieuse. La moustiquaire grinçait sur ses gonds, un son qui était devenu la bande sonore de mon enfance. Mon père, Gary, était assis à table, vérifiant les scores dans le journal. Tyler était penché en arrière sur sa chaise, agissant déjà comme le roi d'un château qu'il n'avait pas construit. Je me souviens du moment exact où Gary a fouillé dans son portefeuille. Il a sorti un billet de $50 neuf et l'a fait glisser sur le linoléum vers Tyler. « Tiens », avait-il dit, sa voix chaude d'une manière qu'elle n'était jamais quand il me parlait. « Prends ça. Va voir un film avec tes amis. Tu as bien travaillé à l'entraînement. » Tyler n'avait pas travaillé dur. Il passait à peine ses cours et passait la majeure partie de son temps à me faire ses corvées.
Mais Gary ne voyait pas cela. Il voyait le fils qu'il voulait voir. Je me suis avancé alors, mon cœur battant contre mes côtes. Je tenais une liste depuis 3 jours, attendant le bon moment pour demander. « Papa » avais-je murmuré. « J'ai besoin de 38 $ pour mes nouveaux manuels de sciences et d'histoire. L'école a dit que je ne pouvais pas rester en filière avancée si je ne les avais pas d'ici lundi. » La chaleur a disparu du visage de Gary instantanément. Il n'a même pas regardé la liste. « Manuel » a-t-il claqué. « Grace, tu demandes toujours quelque chose. Tu crois que je suis fait d'argent? Tu dois apprendre à être plus comme ton frère. Il ne me harcèle pas pour chaque petite chose. » Je suis resté là, regardant le billet de 50 $ que Tyler mettait déjà dans sa poche. Tyler m'a adressé un sourire narquois, le genre qui disait qu'il savait exactement ce qui se passait et qu'il en profitait. C'était le piège de notre famille, le piège de la cruauté normalisée. Dans notre maison, les désirs de Tyler étaient traités comme des nécessités urgentes, tandis que mes besoins fondamentaux étaient traités comme une attaque personnelle contre le budget familial. C'est un mécanisme psychologique que les familles toxiques utilisent pour maintenir une hiérarchie. Elles décident sans jamais le dire à voix haute qu'un enfant est l'investissement et l'autre est simplement une ressource à utiliser quand cela est pratique. En rendant la cruauté normale, elles s'assuraient que je continuerais à essayer de gagner l'amour qu'elles ne me donneraient jamais. Gary ne se voyait pas comme un mauvais père ce jour-là. Il se voyait comme un homme enseignant la responsabilité à sa fille tout en récompensant le potentiel de son fils. Mais tout ce qu'il m'a vraiment appris, c'est que ma valeur était nulle. À ses yeux, j'étais la pièce de rechange, la fille qui devait être assez intelligente pour naviguer seule dans le monde, mais assez silencieuse pour ne jamais se plaindre du manque de cartes. Je suis sorti de cette cuisine sans l'argent pour mes livres. Je n'ai pas pleuré parce que je savais que dans cette maison, les larmes n'étaient qu'une autre forme de drame qu'ils utiliseraient pour me disqualifier. J'ai réalisé alors que si je voulais une place à n'importe quelle table, j'allais devoir construire la table moi-même. Après ce jour dans la cuisine, je n'ai plus jamais demandé un centime à Gary. Au lieu de cela, j'ai trouvé un emploi dans un restaurant américain classique à la périphérie de la ville. J'ai passé mes nuits de lycée derrière un comptoir qui sentait la vieille graisse et le nettoyant industriel pour sol. Mes mains étaient constamment rougies et boursouflées par la vapeur du lave-vaisselle industriel et la chaleur des friteuses. Pendant que Tyler dépensait les billets de 50 $ que Gary lui donnait comme des bonbons, je comptais les pièces de 5 et 10 cents pour économiser pour un fonds de scolarité universitaire dont mes parents avaient clairement fait ma seule responsabilité. C'est ce que j'en suis venu à appeler la chaîne invisible du survivant. Lorsque vous grandissez comme la pièce de rechange dans une famille, vous développez une hyperfixation sur l'autosuffisance. Vous ne travaillez pas seulement pour vivre. Vous travaillez pour prouver que vous avez le droit d'occuper de l'espace. Les gens voient mon succès maintenant et appellent cela de l'ambition. Mais cela est né d'un endroit beaucoup plus sombre. C'était une prison sans barreaux, un état psychologique où je croyais que si je pouvais construire une échelle suffisamment haute, je pourrais enfin atteindre un endroit où j'étais visible pour les personnes qui étaient censées m'aimer. J'étais la stratège du restaurant. Calculant ma sortie un double quart de travail à la fois, j'ai finalement réussi à atteindre San Francisco, grimpant les échelons pour devenir l'une des meilleures consultantes en stratégie d'intelligence artificielle de la ville. Mon salaire a atteint 6 chiffres avant mes 25 ans, mais la chaîne invisible avait toujours ses crochets en moi. C'est pourquoi j'ai acheté ce Penthouse. 3,5 millions de $ d'immobilier de premier ordre n'était pas seulement un acte de générosité. C'était ma dernière tentative désespérée d'acheter une place à une table qui n'était jamais dressée pour moi. Je voulais être celle qui sauverait Tyler, celle qui ferait enfin regarder Gary et Monica avec autre chose que de l'irritation. Je pensais qu'en leur donnant une clé de plusieurs millions de $, je pourrais réécrire 22 ans passés à être la deuxième meilleure. J'étais une experte en prédiction de systèmes et d'algorithmes. Mais j'avais omis de prendre en compte une simple variable. On ne peut pas acheter une âme qui n'a jamais été à vendre. Le Penthouse était le barreau le plus élevé de mon échelle. Mais quand j'ai atteint le sommet, ils ne m'ont pas tendu la main. Ils ont juste repoussé l'échelle et m'ont dit de rester à la maison le jour du mariage parce que ma présence gâcherait l'esthétique de leur nouvelle vie de haute société. Ce fut le moment où la chaîne a finalement cédé. Je n'étais pas un investissement pour eux. J'étais juste une source de revenus qui avait dépassé son utilité. La veille du mariage, je n'ai pas passé mon temps à vérifier la liste des invités ou à choisir des bijoux pour une cérémonie à laquelle il m'était interdit d'assister. Je surveillais le marché.
Plus précisément, je surveillais l'empreinte numérique de Tyler. Il avait posté une série de photos sur les réseaux sociaux, du genre haute définition que les professionnels de la mise en scène utilisent pour vendre un rêve. Au centre se trouvait la vue à 3,5 millions de dollars depuis la terrasse du Penthouse, avec lui et Jasmine trinquant au champagne. La légende était un chef-d'œuvre de fiction narcissique. Enfin, nous emménageons dans notre maison pour toujours, une réalisation faite par nous-mêmes. Le travail acharné paie. J'ai regardé l'écran et j'ai ressenti un amusement froid et clinique. C'était comme regarder une simulation basée sur des données corrompues. Il avait passé 3 décennies à me laisser payer pour ses erreurs. Pourtant, il était là, transformant mon capital en son caractère. J'étais assise dans le bureau de Julia 2 jours après le message de minuit, l'odeur du toner coûteux et le silence d'altitude pressant contre mes tympans. Julia était mon amie depuis notre première année, et maintenant elle était avocate en droit de la famille, réputée pour être clinique et redoutable. Elle a simplement fait glisser un épais dossier gris sur son bureau en acajou et a dit « Grace, nous cherchions un levier au cas où Tyler tenterait de contester la vente du Penthouse, mais j'ai trouvé le coup fatal. » J'ai ouvert le dossier, mes doigts stables tandis que je feuilletais les pages de preuves numériques et de relevés bancaires. Julia a pointé un document datant de 3 ans, un titre de propriété pour la parcelle de terrain de 10 acres en Géorgie que ma grand-mère m'avait spécifiquement léguée dans son testament. Cette terre était la seule partie de mon héritage que je valorisais réellement. C'était un endroit avec de vieux chênes et un petit étang où je me cachais des brimades de Tyler et de l'indifférence de nos parents. Mais en regardant l'acte, j'ai réalisé que le terrain n'était plus le mien. Il avait été vendu il y a 36 mois à un promoteur immobilier pour 180 000 $. J'ai regardé la ligne de signature en bas. Le nom Grace Henderson était écrit dans une écriture frénétique, ascendante. C'était une imitation parfaite de mon écriture, mais la pression sur le stylo était complètement fausse. C'était l'écriture de quelqu'un qui n'avait jamais appris à attendre ce qu'il voulait, quelqu'un qui se sentait en droit de tout ce qu'il pouvait atteindre. Il a falsifié votre identité, Grace, a dit Julia. Il a utilisé un compte bancaire dormant que vous n'aviez pas vérifié depuis des années pour siphonner l'argent. Les 180 000 $ ont été dépensés dans un casino à enjeux élevés à Las Vegas dans les 48 heures suivant la vente. Je me suis penché en arrière sur la chaise et j'ai ressenti une soudaine libération froide. Je n'ai pas ressenti de déprime. J'ai ressenti une clarté binaire. C'était la découverte mortelle qui a retiré chaque fil restant de mon obligation envers le nom Henderson. Tyler n'avait pas seulement été ingrat, il était un prédateur en costume de créateur. Il avait profité de mes souvenirs pendant que nos parents, Gary et Monica, portaient un toast à son potentiel. J'ai alors réalisé que mes parents le savaient probablement. Ils avaient toujours couvert ses erreurs, les appelant des « douleurs de croissance », tandis qu'ils appelaient mes succès des « distractions ». J'ai dit à Julia de déposer la plainte pénale. Je voulais que les preuves de falsification soient incluses dans la notification légale finale que nous allions apporter au Penthouse ce soir. Je voulais que la vérité soit la seule chose qui les attende à leur arrivée après la cérémonie. Intérieurement, je ne ressentais pas le besoin d'une excuse. Une excuse est une construction sociale. Un rapport de police est un fait. Le ciel était de la couleur de vieilles échymoses, d'un violet profond avec des traînées d'or pâlissant. Lorsque je suis revenu sur le porche du Penthouse, le bâtiment était silencieux, un monument évidé à un rêve qui n'était jamais vraiment le leur. Tyler a d'abord essayé le code, un bip aigu, puis le ton plat d'erreur rouge. Il a réessayé, ses mouvements devenant frénétiques. Il a secoué la poignée, puis a donné un solide coup d'épaule, comme si la force pouvait réparer une réalité légale. C'est à ce moment-là que je me suis levé. Lentement, délibérément, mes chaussures ont fait un bruit doux contre le bois alors que je m'avançais dans la lumière des lampadaires. La mâchoire de Tyler s'est desserrée. « Grace, qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi la porte ne s'ouvre-t-elle pas ?» Je lui ai simplement dit, je l'ai déjà vendu. Le séquestre a été finalisé vendredi, et le virement bancaire a été crédité sur mon compte il y a 1 heure. Les nouveaux propriétaires prendront possession lundi. Tyler m'a regardé comme si j'avais parlé une langue morte. Vendu? Tu ne peux pas vendre notre maison. C'est notre cadeau de mariage. À côté de lui, Jasmine regardait entre nous, le front plissé de confusion. Tyler, tu as dit qu'elle avait refusé de venir au mariage parce qu'elle était jalouse. Tu as dit que l'acte était déjà à ton nom. Je suis restée silencieuse, laissant la tension retomber sur elle. Tyler a bougé,
son visage devenant d'un rouge lait. Il a commencé à crier sur la loyauté et la famille. Mais en le regardant, j'ai réalisé qu'il souffrait de l'illusion de pouvoir qui vient d'un portefeuille vide. Parce que Gary et Monica avaient traité mon capital comme son caractère pendant 30 ans. Il avait construit toute son identité sur des actifs qu'il n'avait jamais gagnés. Il avait pris ma générosité pour son autorité. Maintenant que j'avais coupé le robinet, son statut de haute société s'évaporait. Il n'était qu'un homme dans un costume cher qu'il ne pouvait pas se permettre de faire nettoyer à sec. « Tu veux parler de famille, Tyler ?» ai-je demandé. « Parlons des 180 000 $ que tu m'as volés en falsifiant ma signature pour vendre le terrain de notre grand-mère en Géorgie. » Le silence qui a suivi était mortel. Tyler a regardé l'enveloppe comme si c'était une grenade dégoupillée. Jasmine s'est penchée et l'a ramassée avant qu'il ne puisse le faire. Elle a parcouru le rapport d'expertise numérique, ses yeux s'écarquillant en voyant les relevés bancaires et la trace. Elle a regardé l'homme qu'elle venait d'épouser et a vu un étranger. « Tu es un voleur ?» a-t-elle murmuré, sa voix se brisant comme du verre sous la pression. « Tu m'as dit que ta petite sœur était la dramaturge, mais c'est toi le criminel. Tu as construit notre vie sur un mensonge que tu lui as volé. » Tyler a ricané, tentant une dernière manipulation désespérée. « Bébé, je te protégeais. J'allais la rembourser une fois que l'entreprise aurait décollé. L'entreprise pour laquelle tu n'as pas travaillé depuis 6 mois, ai-je ajouté. » Jasmine n'a pas attendu un autre mensonge. Elle a tendu la main, a retiré la bague de fiançailles de son doigt, celle que Tyler avait probablement achetée avec l'argent de mon terrain volé, et l'a laissée tomber sur le sol du porche. Elle a fait un petit tintement métallique en roulant vers mes pieds. Elle n'a plus regardé Tyler. Elle s'est juste retournée et a marché vers l'ascenseur, sa robe blanche traînant dans la poussière d'une maison qui n'était jamais la sienne. Tyler ne l'a pas suivie. Il s'est effondré sur la première marche, la tête dans les mains, son monde soigneusement construit correspondant enfin à son compte bancaire, 0. Je me suis tenu au-dessus de lui, détenant le pouvoir qu'il avait toujours tenu pour acquis, et je n'ai pas ressenti le moindre frisson de pitié. « Au revoir, Tyler » ai-je dit, passant devant lui vers ma voiture. J'espère que l'esthétique en valait le coup. Les 3,5 millions de $ sont arrivés sur mon compte un mardi après-midi, une série de chiffres sur un écran qui représentait la fin absolue de ma vie en tant qu'actif Henderson. Pendant 32 ans, j'avais été l'investisseuse silencieuse de la vanité de mes parents et de mon frère. Mais en regardant ce solde se mettre à jour, j'ai senti le dernier fil de la chaîne invisible se rompre pour de bon. Les retombées du verdict du Porsche ont été rapides et cliniques. Tyler a été accusé de vol d'identité qualifiée et de grand vol. Il n'avait plus de pantoufles de plusieurs millions de dollars pour se cacher, et il n'avait certainement plus Jasmine. Elle avait contacté ses avocats pour déposer une demande d'annulation avant même la fin du week-end, réalisant qu'elle n'avait pas épousé un entrepreneur prospère, mais un homme qui avait construit son trône à partir de souvenirs volés. Gary et Monica n'ont pas échappé à la liquidation non plus. Les cercles sociaux de San Francisco qu'ils avaient tant travaillé à pénétrer ont fermé leurs portes une fois que les rapports de police sont devenus publics. Ils ont essayé de m'appeler 16 fois en 3 jours, leur message passant des exigences de loyauté à des supplications désespérées pour un prêt familial. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai utilisé les 3,5 millions de $ pour créer la Fondation Legacy, un fonds de bourse et de soutien pour les étudiants qui, comme moi à 16 ans, travaillent à double tour dans des restaurants et cachent leurs rêves parce qu'on leur a dit qu'ils étaient une ressource plutôt qu'un avenir. Un mois après la vente, je me suis assise avec Jasmine dans un petit café près du front de mer. Elle m'a dit qu'elle était retournée à l'école pour sa maîtrise, financée par le cadeau de mariage de 50 000 $ que mon partenaire commercial lui avait offert, qu'elle avait récupéré comme fonds de départ. Nous avons trinqué nos tasses à café, non pas au lien du sang familial, mais à une parenté choisie, les gens qui vous voient réellement quand les lumières sont éteintes et qu'il n'y a pas de caméra pour se produire. J'en suis venu à réaliser que la prison la plus dangereuse est celle sans barreaux, celle où nous attendons la permission de personnes qui ne nous la donneront jamais. J'ai passé des décennies à essayer d'acheter une place à une table qui n'était pas faite pour moi, seulement pour découvrir que la seule place qui comptait était celle que je construisais pour moi-même. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, si vous êtes celui qui est assis au bord de la pièce, vous sentant comme la pièce de rechange dans votre propre machine familiale, je veux que vous m'écoutiez. Récupérer votre valeur n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte de survie. Vous n'êtes pas une phase et vous n'êtes pas un fardeau. Vous ne devez pas votre vie à des personnes qui ne vous considèrent que comme une ressource à découvert.
Le pardon est souvent présenté comme un cadeau à l'autre personne. Mais parfois, la chose la plus guérissante que vous puissiez faire est de vous pardonner d'avoir cru à leur version de vous. Établir une limite ne consiste pas à construire un mur. Il s'agit de définir où vous vous arrêtez et où leur dysfonctionnement commence. Vous avez le droit d'occuper de l'espace. Vous avez le droit d'être lumineuse sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit d'autre pour briller. Ma table est maintenant remplie de gens qui ont choisi d'être là non pas par lien de sang, mais par respect mutuel et par des vérités partagées. Je réalise que la meilleure vengeance n'est pas la destruction de ceux qui vous ont blessé. C'est de construire une vie si lumineuse et si pleine de sens que leur rejet précoce de vous devient totalement insignifiant. J'ai dit la vérité. J'ai fermé la porte. Et pour la première fois de ma vie, je suis enfin chez moi. La meilleure vengeance est de vivre une vie brillante sans jamais avoir besoin d'eux à nouveau. Si vous avez besoin de plus de force pour commencer votre propre voyage de récupération de votre valeur, veuillez aimer et me suivre. Vous n'êtes pas seul.